Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bon, moi je représente ici le lieu d'accueil, la Fondation Jean Jaurès. Bon, pour ceux qui seraient curieux, je m'appelle Jean-Jacques Roulianski, je suis responsable d'Amérique latine au sein de cette fondation. Et donc je suis heureux d'accueillir l'autrice de ce travail extrêmement intéressant de tension entre couleurs de peau et amour-famille mixte. Je vais essayer de prononcer son nom sans me tromper, Lia Weiner-Schumann. Voilà, c'est bien ça? Très bien. Très bien. Et Anna Kaona, qui est l'éditrice, qui est une amie que je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois ici parce qu'elle fait, elle sait, je le lui ai déjà dit, un travail immense de traduction et de mise à disposition des lecteurs français francophones. Des livres publiés de littérature ou des essais de sciences humaines sur ce qui se passe au Brésil, donc en portugais, ce qui est assez rare en France, et donc une nouvelle fois je leur félicite. La modératrice, donc Délie, là aussi je vais essayer de ne pas écorcher votre nom, Overbooké. Oui, de la page Overbooké, oui. C'est ça? Oui. Voilà. Au-delà de cette présentation amicale, pour vous dire que vous êtes tous ici les bienvenus, je voudrais simplement dire un petit mot sur une question que je ne connais pas, je ne suis pas psychiatre, ni psychologue, ni psychanalyste, mais le sujet du racisme et des questions qui sont posées finalement, la question, j'ai lu ça dans le livre, à la page 96, la question fondamentale est de savoir, la question centrale au travers du mal-vivre que reflètent ces témoignages de couples mixtes. Comment un pays ayant, je lis votre phrase, hein, un pays ayant un tel mélange racial avéré et encensé peut en même temps perpétuer les pires indices de racisme dans le monde. Alors je dirais, pour avoir rencontré ces problèmes au-delà du Brésil, au Pérou, en Colombie, et pas uniquement à l'égard des populations d'origine africaine, mais des populations autochtones, que j'ai rencontré ces problèmes-là ailleurs, notamment le problème du blanchiment, qui est même inscrit dans la Constitution argentine, qui précise dans un de ses articles que le gouvernement fédéral argentin a l'obligation d'encourager l'émigration européenne. Donc c'est constitutionnel. Donc on retrouve ces problèmes dans tout le continent américain, où il y a une spécificité du racisme. On rencontre pas beaucoup d'auteurs africains contestent le fait qu'il y ait une communauté noire universelle, en particulier Alain Mabankou, dans la mesure où l'histoire de la colonisation en Afrique et l'histoire de la colonisation dans les Amériques n'est pas la même. Il y a l'élément de l'esclavage et l'élément, je dirais, de l'indépendance. On oublie souvent de dire et de constater que l'esclavage ou le servage en ce qui concerne les populations d'origine indigène, autochtone, s'est perpétué après les indépendances, et même au Brésil jusqu'en 1888. Et donc je terminerai par une citation d'un grand sociologue colombien, Orlando Fals Borda, qui dit la chose suivante en ce qui concerne les indépendances, et c'est là qu'on trouve la clé, sans doute, des problèmes de pourquoi ce racisme si spécifique sur le continent américain. Il dit la chose suivante, la nouvelle égalité qui est arrivée avec les indépendances dans tous les pays des Amériques, n'a été une évaluation, je m'excuse, je parle un petit peu lentement, je traduis de l'espagnol, n'a pu s'obtenir qu'entre les membres de la classe dirigeante, c'est-à-dire au Brésil de la famille impériale, au Mexique le chef de l'armée espagnole s'est fait nommer empereur, et bon, Bolivar, qui était représentatif de l'élite créole de la Nouvelle-Grenade, et la première
prise de décision qu'il a prise a été catastrophique pour les populations indigènes. Il a supprimé les biens collectifs et les biens communs. Donc, ceux qui dirigeaient, ceux qui possédaient la terre, ceux qui définissaient le bien, le beau, le logiciel, comme on dirait aujourd'hui, qui devait structurer les sociétés, les nouvelles sociétés indépendantes, finalement appartenaient à l'élite dirigeante. Donc ça a été un problème une bataille entre les Portugais du Portugal, les Espagnols d'Espagne, les Portugais dominants du Brésil et les Espagnols dominants dans l'espace hispano-américain. Et donc ça me paraît, alors c'est vrai que c'est mon défaut peut-être d'être un historien, je suis pas psychiatre et psychologue ou psychanalyste, donc ces problèmes-là, les problèmes du mal-vivre qu'on trouve au Brésil, mais dans d'autres pays d'Amérique latine, viennent aussi des conditions de l'indépendance et du logiciel qui s'est imposé à tous ces pays-là, Brésil comme les autres, à ce moment-là, au début du 19e siècle. Bon, j'ai trop parlé, donc maintenant je laisse la parole à l'auteur, à la modératrice et peut-être un petit mot à l'éditrice. Juste dire 2 mots parce que donc je suis Paola Anacaona. Je vous remercie vraiment toutes et tous d'être là ce soir. C'est vraiment ça fait très plaisir et surtout pour moi qui ai publié ce livre, me dire qu'il intéresse autant de monde. Voilà, je me dis quand je l'ai lu et que je l'ai adoré, je suis pas toute seule et donc je suis contente de voir que ces thèmes-là vous intéressent aussi. Donc là c'est la dernière fois que je parle en tant que Paola puisque donc pendant cette rencontre je vais traduire Lia qui parle pas français et donc en fait c'est pour ça que je vais m'effacer. Donc quand je dirai c'est vraiment parce que je traduis Lia. Ok, ça marche. Merci Jean-Jacques pour cette présentation et aussi pour l'accueil à la Fondation Jean Jaurès. C'est un plaisir et un honneur de se retrouver ici dans ces locaux, même si ça change un petit peu des sessions qu'on a l'habitude de faire et il y a beaucoup de monde. On va essayer de faire cette session un petit peu dans le même esprit que les sessions qu'on fait avec Paola quand on travaille ensemble, parce que Paola, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Elle a été d'abord mon invitée au club de lecture Overbooké en tant qu'autrice, où on a parlé de son livre Anacaona, l'insurgé des Caraïbes. Et puis, on a pu travailler à plusieurs reprises en tant qu'éditrice et traductrice pour les sessions qu'on avait faites en octobre avec Jamila Ribeiro et Rodney Williams. Et puis maintenant, pour cette session avec Lia. Je vais me permettre d'étoffer un petit peu ce que tu as dit pour un petit mot pour ta maison d'édition qui a un catalogue très riche où elle publie des auteurs et des autrices qui parlent d'antiracisme, des féminismes et d'identité et de littérature brésilienne. Donc c'est une des chouchous du club de lecture Overbooké que tout le monde, il y a plein de personnes qui ne doivent pas connaître ici. Donc moi je suis Délie, la fondatrice de ce club de lecture, mais qui est aussi une page Instagram sur laquelle je fais des chroniques littéraires autour de livres qui, à mon sens, renversent le monde et parlent de féminisme et d'antiracisme et de pensée décoloniale. Donc, ce sont des thèmes qui croisent aussi ceux qu'aborde Paola. Et puis, cette page Instagram me sert aussi de support pour ces rencontres mensuelles autour d'auteuristes et toujours pour prolonger ces discussions sur l'antiracisme et les féminismes. Donc, on a fait déjà plusieurs rencontres avec Rodney Williams, Jamila Ribeiro, comme j'ai dit tout à l'heure. On a accueilli aussi Julie Bourguin, qui est dans la salle, et puis plein d'autres autoristes passionnants. Donc, c'est avec une immense joie aujourd'hui que l'on accueille Lia Weiner-Schuckmann, qui termine avec nous sa tournée en France et en Belgique. Peut-être pour compléter un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, Lia est autrice et psychologue brésilienne. Elle est l'une des chercheuses brésiliennes les plus importantes sur la question raciale dans le domaine de la psychologie. Et son premier livre portait sur les privilèges de la blanchité. Nous, ce soir, on va évidemment aborder ces questions, mais aussi se focaliser sur ce livre-là, Famille mixte, tension entre amour et couleur de peau, qui est le fruit de sa recherche de post-doctorat en psychologie sociale. On a déjà parlé un petit peu de ce livre
sur la page Overbookée, parce qu'on y chronique des livres. Mais en fait, pour les personnes qui ne l'ont pas encore lu, il s'agit d'une enquête qu'elle a menée auprès de familles interraciales noires et blanches au Brésil. Et donc, ça va être dans ce contexte brésilien. Mais nous, on va pouvoir se servir de base de son livre pour aborder pour interroger les structures racistes de nos sociétés brésilienne et française, peut-être sous un format regard croisé. Et donc le projet est très très ambitieux, mais voilà, l'idée ce sera de voir comment les familles interraciales formulent et produisent des signifiants de la race et du racisme. À toutes fins utiles peut-être, on pourra repréciser pour parler de familles interraciales, il faut parler de race, mais que la race, on est tous d'accord pour dire qu'elle n'existe pas au sens biologique. On va en parler en tant que concept de sciences sociales. Mais je suis sûre que Lia pourra compléter tout à l'heure. Pour me situer un petit peu, il n'aura probablement échappé à personne ici que je sois peut-être métisse. C'est le cas. Ma maman est noire et mon papa est blanc, donc beaucoup d'éléments auxquels fait référence Lia dans son livre ont fait écho avec ma situation personnelle et mon vécu personnel, mais je suis là pour modérer. Donc, les personnes, par contre, qui sont concernées par cette situation et qui ont déjà vécu du racisme au sein de leur famille, si elles sentent que cet espace est un espace qui leur permet de parler librement, elles pourront évidemment nous partager leurs réflexions, leurs expériences, peut-être se délester de leur peine, comme on avait essayé de le faire avec la session autour de Jamila Ribeiro. Évidemment, même les personnes qui ne sont pas concernées par cette situation pourront aussi nous partager leurs réflexions, mais en restant attentifs et attentives au vécu des personnes qui ont été directement impactées par le racisme au sein de leur famille. Les règles de cette discussion, parce que je parle un petit peu trop, ça va être, on va prendre 45 minutes pour poser les bases de la discussion. Moi, j'ai préparé quelques petites questions pour Lia, et puis ensuite, on pourra partir sur une session questions-réponses. Donc, vous pourrez dire ce que l'on a dit, partager vos expériences, réflexions, etc. Vous pourrez vous adresser donc en français, et puis Paola fera la traduction. Et on garde en tête qu'on peut tout se dire tant qu'on se dit les choses dans le respect et dans l'écoute. Donc maintenant, on va réserver le meilleur des accueils à Lia, que je vais accueillir en portugais brésilien en une phrase. Et puis ensuite, on pourra l'applaudir et rentrer dans le vif du sujet. Donc Lia, merci infiniment d'être ici. É uma grande alegria tê-la aqui hoje. Não tenho dúvidas de que teremos intercâmbios enriquecedores. Que seja bem-vinda, Lia. Lia, est-ce qu'elle peut dire quelque chose avant ou on rentre dans les questions tout de suite? Você quer se apresentar ou ela já faz uma pergunta? Pode fazer eu. Tu peux faire une question. Ok. Lia, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre parcours et ce qui vous a mené à vous intéresser aux questions de la blanchité des familles interraciales? Bom, boa noite a todas e todos. Bonsoir à toutes et tous. Eu fico impressionada com tanta gente aqui. Donc, je suis vraiment étonnée de tout ce monde. Parece que temos problema no Brasil, mas que aqui interessa também. Donc, c'est vrai que je sais qu'on a un problème au Brésil, mais j'ai l'impression que ce problème, il intéresse en tout cas ici. Então, eu inicio agradecendo a Paula. Donc, je voudrais commencer en remerciant les éditions Anacaona. Pelo trabalho de traduzir autores brasileiros para a França. Pour ce travail de traduire des auteurs brésiliens et de les faire venir en France. Como vocês sabem, somos de país colonizado que a gente só está acostumado a traduzir o francês para o português. Parce que comme vous le savez, nous sommes un pays colonisé et en fait, on a surtout l'habitude de traduire des livres du français vers le portugais. Então é uma honra saber que trabalho feito no Brasil, né, também possa ser traduzido para a França et que o intercâmbio seja menos desigual. Et donc, c'est vraiment un honneur de savoir que le travail qu'on fait au Brésil peut être traduit en français et que les échanges sont moins inégaux. E esse é o mérito da Paula. Et voilà le mérite des éditions Anacaona. Bom, me apresento, eu sou psicóloga social. Donc, je me présente, je suis psychologue sociale. E meus primeiros estudos sobre relações raciais foi sobre branquitude. Et les premières recherches que j'ai faites dans le domaine des études raciales portaient sur la blanchité. Na verdade, o meu interesse, a priori, era tentar compreender não os efeitos do racismo. Donc, à vrai dire, ma première volonté, c'était pas de comprendre les effets du racisme,
Mas o que faz e o que torna uma pessoa racista? Mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui rend une personne raciste? Desse modo, o meu projeto de doutorado foi compreender como que as pessoas aprendem a ser racistas. Donc mon projet de doctorat, c'était vraiment de comprendre comment les gens apprennent à être racistes. E aí eu entrei em contato com o que podemos chamar de estudos críticos da branquitude. Et donc c'est là que je suis rentrée en contact avec ce qu'on appelle les études critiques sur la blanchité. O interesse fundamental era tentar entender como é que as pessoas e que poder elas tinham de nomear o outro. Et donc en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de comprendre ce pouvoir qu'avaient les personnes de nommer l'autre. Porque, em geral, os estudos de relações raciais no Brasil, e imagino que no resto do mundo, estudam os negros e os índios como se o branco fosse o parâmetro universal de humanidade. Parce que, en général, au Brésil, je pense que c'est partout pareil dans le monde, les études raciales, elles étudient toujours le noir, l'autochtone, et en fait, elles n'étudient pas le blanc comme si c'était le paramètre, la norme universelle. E como se a subjetividade, a partir da ideia de raça, só fosse algo que constituísse negros indígenas e o branco tivesse a parte dessa racialização. Et en fait, c'est comme si la subjectivité de la race ne concernait que les noirs et les autochtones et que les blancs ne la sentaient pas. Então, a minha primeira pesquisa foi entrevistar mais de 40 pessoas brancas. Donc, lors de cette première recherche, j'ai interrogé plus de 40 personnes blanches. Perguntando o que significava ser branco para você. Et en fait, je leur demandais qu'est-ce que ça signifie d'être blanc pour vous. Infelizmente, o resultado da pesquisa, que é o meu primeiro livro, Et donc malheureusement, le résultat de cette recherche, qui est dans mon premier livre, mostrou que existia uma subjetivação de uma ideia de superioridade racial. a montré qu'en fait, il existait une subjectivation de cette idée de supériorité raciale. Que passava por falas como os índios não sabem comer, Qui passait par des phrases du type ouais, mais les autochtones, ils savent pas vraiment manger, os negros são primitivos, les noirs sont primitifs, o desenvolvimento, o progresso desse país foi feito por brancos. le développement, le progrès du Brésil ont été faits par les blancs. E uma ideia de que tudo que fosse desenvolvido ou civilizatório era branco. Et en fait, cette idée que tout ce qui est développé, tout ce qui est civilisateur est blanc. Bom, entre os entrevistados tinha desde morador de rua, Et donc, parmi les personnes que j'ai interrogées, il y avait des gens qui étaient des SDF dans la rue, até ex-donos de escravos. jusqu'à des anciens ou des descendants d'anciens propriétaires d'esclaves. E, unanimamente, mesmo os mais críticos tinham um sentimento de superioridade, de beleza, ou em algum lugar. Et en fait, de façon unanime, ils avaient tous ce sentiment de supériorité dans n'importe quel domaine. Ça pouvait être la beauté ou un autre. Bom, as pessoas não nascem racistas, né? Bon, et pourtant, les personnes ne naissent pas racistes. Elas aprenderam isso na sociedade em que vivemos. En fait, elles l'ont appris dans la société dans laquelle elles vivent. E vale dizer que no Brasil nós temos, como já foi dito, né, e agradeço ao professor Jean-Jacques, a ideologia do embranquecimento. Et c'est là où c'est important de dire, comme l'a dit Jean-Jacques, que nous avons au Brésil cette idéologie du blanchiment. Que constituía inicialmente numa política do embranquecimento. Qui, en fait, s'est traduit aussi dans une politique de blanchiment. No Brasil, no pós-abolição, nós tínhamos mais ou menos para cada 5 pessoas, 4 descendentes de africanos. Parce qu'au moment de l'abolition de l'esclavage, il y avait à peu près 4 personnes sur 5 qui étaient noires, descendantes d'esclaves. E descendente de europeu. Et une personne sur 5 était descendante d'Européens. E os indígenas não foram contados nesse censo, então não temos número. Et les autochtones, lors de ce recensement, n'ont pas été comptés, donc on ne sait pas les chiffres. Esse é o momento em que o país começa a se industrializar. Et c'est le moment, donc 1888, où le pays commence à s'industrialiser. E que há uma discussão sobre como tornar uma identidade nacional e como civilizar aquele país. Et donc il y a vraiment tout un débat autour de comment créer une identité nationale au Brésil et surtout comment civiliser ce pays. Bom, ao mesmo tempo é um momento em que as ideias de uma pseudociência feita aqui na Europa sobre o racismo científico entram no Brasil. Et c'est aussi exactement la même période où le racisme scientifique, cette pseudoscience faite par des intellectuels, rentre au Brésil. E então há uma solução à brasileira que era temos que tornar esse país branco. Et donc les Brésiliens vont mettre en place une solution. Il faut transformer ce pays et le rendre blanc.
É um momento em que há uma imigração constante, mais ou menos 4 milhões de europeus chegam no país. Et donc c'est le moment où 4 millions d'Européens vont entrer au Brésil. E acreditava-se então que a mestiçagem tornaria aquele país branco. Et le pouvoir croyait que le métissage allait finir par rendre ce pays blanc. Oliveira Viana, que era dos inventores dessa ideia. Donc Oliveira Vieira, qui était un des inventeurs de cette idée, acreditava que o Brasil não poderia ser, obviamente, geneticamente branco, mas ele poderia ser fenotipicamente branco, porque o gene branco era superior, segundo a ideia de racismo científico. Donc en fait, il savait que le pays n'allait pas pouvoir être génétiquement blanc, mais au moins phénotiquement, donc c'est-à-dire dans l'apparence physique, le pays allait pouvoir devenir blanc parce que le gène blanc était supérieur. Bom, isso se tornou uma ideologia nacional. Et donc c'est devenu une idéologie nationale. Em que a ideia de que a mestiçagem tornaria o país branco, ela vai sendo introduzida nas relações interpessoais. Et donc cette idée que le métissage allait rendre le pays blanc, c'est une idée qui s'est peu à peu infiltrée dans les relations interpersonnelles. E a família tem lugar fundamental. Et donc c'est en ça que la famille a une place fondamentale. As relações afetivo-sexuais. Les relations affectives et sexuelles. Para o embranquecimento da nação. Et elles ont joué un rôle pour le blanchiment de la nation. Bom, nesse sentido, o Brasil, há falas, né, que quem é brasileiro aqui conhece, como ventre bom. Et donc, ceux qui sont brésiliens, brésiliennes dans la salle ont déjà entendu ces expressions, où on va par exemple dire d'une femme noire qu'elle a un ventre bon. Quando os filhos nascem mais claro. Quand elle fait des enfants qui naissent clairs. Há todo policiamento na micropolítica. Il y a tout en fait une espèce de polissage dans la micropolitique. Dentro das famílias interraciais, de se essa família ou este relação vai embranquecer as crianças. Où en fait on se demande, est-ce que cette famille interraciale va réussir à avoir des enfants clairs? Obviamente isso não é consciente das relações interpessoais. Donc évidemment, dans les relations interpersonnelles, les gens n'ont pas ces idées-là consciemment. Mas isso se passa no desejo de que o filho nasce mais claro. Mais en fait, malgré tout, ça se transmet dans ce désir que l'enfant naisse plus clair. Todas as entrevistadas grávidas contaram que havia uma expectativa sobre o filho na época da gravidez. Quem é mãe aqui sabe que sempre tem uma expectativa de como vai nascer o filho. Quando a raça entra nesse lugar, esse toma centralmente a expectativa de como nascerá o filho. Et donc, toutes les femmes enceintes que j'ai interrogées ont dit qu'il y avait une très grande attente par rapport à l'aspect physique du bébé. Donc, c'est vrai que toutes les femmes ont toujours une attente sur l'aspect physique du bébé, mais là, en l'occurrence, c'est la race qui rentre en compte. Bom, então, te respondendo, após eu terminar a pesquisa sobre branquitude... Donc, pour répondre à ta question, après avoir fini ma recherche sur la blanchité, eu fazia conferências como essa sobre o texto. Je faisais des conférences comme celle-ci sur la blanchité. E no final sempre havia alguém que vinha falar para mim que sofreu racismo na família. Et en fait, à la fin de ces conférences, il y avait toujours des gens qui venaient me voir et qui me racontaient à quel point ils avaient souffert de racisme de la part des membres blancs de leur famille. Eu tinha uma ingenuidade que achava que o primeiro encontro com racismo era na escola. Et moi, à l'époque, j'avais cette innocence de croire que la première rencontre avec le racisme, ça se faisait à l'école. E que a família era lugar de amor. Alors que la famille, c'était un nid d'amour. Mas, infelizmente, parece que nas relações interraciais, o primeiro encontro com racismo é dentro da própria família. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que la première rencontre avec le racisme se passait très souvent au sein même de la famille. Bom, foi assim que eu fui pesquisar as famílias interraciais para tentar entender. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à m'intéresser aux familles interraciales pour essayer de comprendre como que as pessoas brancas dessas famílias negociavam, deslocavam ou afirmavam essa branquitude. Pour essayer de comprendre comment les personnes blanches au sein de ces familles interraciales, elles allaient négocier, déplacer, affirmer leur blanchité. Nas relações muito próximas. Dans des relations qui sont très intimes. Acho que eu te respondi. Je crois que je t'ai répondu. Obrigada. Merci, ça me permet de faire un
pont avec le contexte français. En France, il y a deux idées reçues tenaces et concurrentes qui postulent que le métissage serait à la fois une preuve que le racisme n'existe pas et un remède contre celui-ci. Bon, ces deux idées sont contradictoires, mais aussi elles nient l'amour comme construction sociale. Vous l'avez abordé un petit peu il y a 2 secondes. Est-ce que vous pouvez nous aider, Lia, à mieux comprendre comment l'amour se construit et comment le racisme s'immisce dans les relations familiales? Entendi. Boa questão, obrigado. C'est une bonne question, merci. Eu acho que eu preciso contextualizar o que eu estou falando sobre mestiçagem. Donc je crois qu'il faut que je contextualise un petit peu plus et je vous explique ce que j'appelle le métissage. E quem é o mestiço? Et qui est le ou la métisse? Porque a verdade é que somos todos mestiços. Parce que, à vrai dire, nous sommes tous métis. Não há sujeito que não tenha nascido de família que é mista. Il y a personne qui ne soit pas né de famille qui ne soit pas mixte. Agora, o contexto, né, que se torna uma família interracial Mais le contexte qui fait que la famille devient interraciale, é quando a raça, essa construção social, entra em questão. c'est quand la race, cette construction sociale, rentre dans l'équation. Ninguém considera um alemão como um francês uma família interracial. Parce que personne ne considère un Allemand et une Française comme une famille interraciale. Tampouco uma família do Senegal com outra da Etiópia. Ou une famille du Sénégal avec l'Éthiopie, on ne considère pas ça une famille interraciale. Então, o que nós estamos considerando mestiçagem não é uma mestiçagem em si, porque essas somos todos. Donc en fait, ce qu'on appelle métissage, c'est pas un métissage en soi, puisque nous le sommes tous. Mas é quando as pessoas aparentam marcas que são racializadas no corpo. Mais c'est quand les gens ont des marques qui sont racialisées dans leur corps et qui s'unissent. E cada contexto histórico e sociedade tem as suas marcas que são racializadas. Et donc chaque contexte historique, chaque société a ses propres marques qui sont racialisées. No Brasil, não necessariamente uma pessoa filha de branco com negro é considerada mestiça. Et donc au Brésil, un enfant d'un père blanc et d'une mère noire ou vice-versa n'est pas toujours considéré comme métisse. Se ela nascer branca, ela é considerada branca. Si elle naît avec des traits phénotypiques blancs, elle va être considérée comme blanche. Mostrando que não é a mestiçagem a questão, Donc ce qui montre bien que c'est pas le métissage la question, mas a cor da pele, mais c'est la couleur de peau. que é racializada. C'est la couleur de peau qui est racialisée. Então, eu considero mestiço Donc moi je considère le ou la métisse aquelas pessoas que têm no corpo marcas que são racializadas no dia a dia. Ce sont des personnes qui ont donc des marques dans leur corps qui sont racialisées dans le quotidien. É importante pensar isso porque às vezes as pessoas acham que família mista é um pai negro com uma mãe branca que cai num liquidificador e nasce uma pessoa no meio termo. Et donc en fait c'est important de préciser ça parce que trop souvent les gens ont l'impression que les familles mixtes noires et blanches, c'est comme si on mettait tout ça dans le mixeur et que ça faisait une espèce d'entre-deux. Como nós temos no Brasil a ideologia do embranquecimento, Mais comme au Brésil nous avons cette idéologie du blanchiment, o mestiço nunca foi visto como um fim em si mesmo, en fait le ou la métisse a jamais été vu comme une fin en soi, mas sim como um meio para embranquecer a nação. mais il a toujours été vu comme un moyen pour blanchir la nation. Então, se ele se torna branco, se ele nasce branco, ele não é mais visto como mestiço. Donc c'est pour ça que si phénotypiquement il est blanc, il n'est plus vu comme métis. Ele alcançou a ideologia da nação, nacional. En fait, il a atteint l'idéologie de la nation, c'est mission accomplie. Bom, então, contextualizando isso, é importante a gente pensar que a mestiçagem não é um dado real, ela é um processo de racialização sobre o outro. Donc voilà, c'est pour ça que c'était vraiment important de contextualiser ça pour vous montrer que le métissage, c'est pas une donnée réelle, c'est vraiment un processus de racialisation sur les autres. E nesse contexto, né, brasileiro de ideologia de embranquecimento, Et donc dans ce contexte brésilien d'idéologie du blanchiment, há uma hierarquia entre os grupos sociais, os grupos raciais. il y a une hiérarchie entre les groupes sociaux et les groupes raciaux. Então, há uma ideologia nacional de que somos mestiços, Donc il y a effectivement une idéologie nationale qui dit que nous serions tous métis, mas o lugar do branco dentro dessa mestiçagem mais la place du blanc au sein de ce métissage, tem lugar de superioridade. il a une place de supériorité.
Então, a mestiçagem não é algo que acontece branco, negros e indígenas em harmonia, como foi visto. Donc en fait, ce métissage entre blanc, noir et autochtone, c'est pas quelque chose qui se passe dans un contexte harmonieux comme on l'a trop souvent dit. O contexto de mestiçagem brasileira acontece nos primeiros 350 anos, Donc le contexte de métissage au Brésil pendant les premières 350 ans de notre histoire, por violência sexual. c'est un métissage qui s'est passé dans un contexte de violence sexuelle. Obviamente, deve ter casos genuínos de amor, Donc évidemment, il y a peut-être eu des cas authentiques d'amour, mas os números indicam que esse era padrão de violação do corpo da mulher negra e da mulher indígena pelo homem branco, o senhor, né, de escravos. mais les chiffres montrent que c'était majoritairement une violence sexuelle contre le corps des femmes noires et des femmes autochtones de la part des hommes blancs. Não dá para pensar que é uma mestiçagem harmônica quando ela acontece por violência sexual. Et donc c'est impossible de penser à un métissage harmonieux quand ce métissage a lieu par le biais d'une violence sexuelle. Bom, então respondendo sobre a construção do amor nesse lugar, Et donc pour répondre sur la construction de l'amour dans cet environnement, o que é nitidamente percebido dentro dessas relações ce qu'on voit clairement au sein de ces relations, é que o amor e o afeto c'est que l'amour et l'affect, têm distribuições diferentes, mesmo na família, en fait, ils se distribuent différemment, même au sein de la famille, para as pessoas com diferentes aparências. selon l'apparence des personnes. Rapidamente, as mulheres que estão aqui vão entender o que eu digo. Donc très rapidement, les femmes qui sont ici vont comprendre, je pense, ce que je dis. O gênero e o lugar, né, da mulher e do homem nas relações familiares não é o mesmo, eles têm amor e têm hierarquia. Donc par exemple, en termes de genre, la place de l'homme et de la femme au sein de la famille, même s'il y a de l'amour, il y a une hiérarchie. Nenhum homem teria coragem de dizer eu não sou machista porque eu sou casado com uma mulher. Aucun homme n'aurait le courage de dire mais je suis pas machiste puisque je suis marié avec une femme. Ele é casado com uma mulher e acha que ela tem que trabalhar mais, Bon, il est marié avec elle, mais il pense quand même qu'il faut qu'elle travaille plus, cuidar mais dos filhos, qu'elle s'occupe plus des enfants, que o lugar dela não é o mesmo que o dele dentro da família. que la place de sa femme n'est pas la même place que lui au sein de la famille. Mas no Brasil as pessoas falam, eu sou casado com um negro, tenho filho negro, tenho amigos negros, por isso eu não sou racista. Mais les gens sont capables de dire je suis marié avec une femme noire, j'ai des enfants noirs, des amis noirs et je ne suis pas raciste. O racismo é uma hierarquia Le racisme est une hiérarchie que não impede o afeto. qui n'empêche pas l'affect. Então é uma construção Donc c'est une construction de amor d'amour devido às relações raciais também. et qui prend en compte les relations raciales également. Ce qui est difficile, c'est que même au sein des cellules, de la cellule familiale qui est supposée être sécurisée et sécurisante, les personnes métisses, souvent les enfants, puisque là, c'est ce à quoi vous faisiez référence, dans les familles interraciales, sont trop souvent exposés au racisme et leur ressenti y est souvent invalidé. Donc j'aimerais que l'on s'intéresse pour cette prochaine question aux conséquences du racisme intrafamilial sur le psychisme des enfants métis. En laissant pendant quelques secondes ma casquette de modératrice pour retrouver mon cœur de petite fille qui a parfois un peu trop souvent été tiraillée entre un amour sincère et profond pour les membres de ma famille qui sont blancs, mais en même temps, parfois, certaines de ces personnes avaient des remarques qui étaient racistes et des comportements racistes. Donc, parce que le racisme, et je pense si on lit toutes les publications qu'il y a chez Paola Nakaona, par exemple, on se rend bien compte qu'il suffit pas de se dire non raciste pour ne pas l'être et ne pas avoir des mots ou des actes qui le soient. Une remarque sur les cheveux, sur la couleur de peau, sur la forme du nez ou sur le parent qui est noir ou d'une autre ethnicité, mais là on était dans le contexte interracial noir-blanc, ça peut avoir un impact sur soi et en particulier sur son estime de soi. Donc en l'absence de transformation profonde et durable dans la société, donc j'entends par là la disparition totale et complète du racisme, j'aimerais savoir, Lia, puisque vous êtes psychologue, comment on peut préserver et ou réparer l'esprit des enfants métis qui deviendront grands plus tard. Entendeu? Eu perdi uma parte. É que, comment... Attends, tu peux me montrer juste la question, pardon? Oups. Quais são as consequências do racismo na psique das crianças e depois como se pode
préserver. Reparar os efeitos do racismo nas crianças. Bom, eu vou contar um pouco como eu organizei esse livro para te dizer as consequências do racismo na família. Donc, je vais te raconter un petit peu la façon dont j'ai organisé ce livre pour pouvoir te parler des conséquences du racisme sur les enfants. Eu entrevistei 13 famílias. Donc j'ai interrogé 13 familles que elas se consideravam interracial qui étaient des familles qui se considéraient interraciales e que eu, como entrevistadora, também considerava elas interraciais. et que moi aussi, en tant qu'intervieweuse, je considérais aussi interraciales. Nessa relação entre pesquisador e famílias, às vezes tinham muitas divergências sobre a classificação racial. Et dans ces relations entre moi, intervieweuse, et les interviewés, il y avait parfois de grosses différences dans les classifications raciales des personnes. Mostrando já uma das consequências das famílias interraciais na subjetividade das crianças. Ce qui montre déjà une des conséquences des familles interraciales dans la subjectivité des personnes. Porque dos mecanismos, esse livro, né, eu junto 4 famílias que vai se repetindo mecanismos que acontecem dentro dessas famílias interraciais de formas de negociar ou pensar a raça e produzir dinâmicas familiares. Et donc, en fait, j'ai divisé en 4 familles pour, en fait, regrouper certains mécanismes qui se reproduisaient souvent. Mas o primeiro mecanismo que se repetiu mais vezes nas entrevistas é a negação da negritude das pessoas negras da família interracial. Et donc, le premier mécanisme que j'ai constaté dans ces familles, c'était la négation de la négritude des personnes noires dans ces familles interraciales. Que vai desde ele não é negro, qui va de phrases du type « Non, mais mon mari n'est pas noir » o meu marido é negro de alma branca, ou « Mon mari, c'est un noir à l'âme blanche » e formas violentas de negação, que era, às vezes, uma das filhas aparecia com tranças quando ia para a família do pai, e a mãe tirava rapidamente, falando, olha, você já está quase parecendo branca, agora você vai ficar com essas tranças. Ou alors d'autres formes plus violentes de négation de la négritude, avec par exemple cette fille qui, quand elle revenait de la famille de son père avec des tresses dans les cheveux, sa mère les lui enlevait en vitesse en disant « Mais écoute, t'es presque blanche, pourquoi tu vas te noircir avec ces tresses ?» Bom, mas eu estou entendendo aqui negação pela psicanálise. Mais moi, donc, j'ai essayé d'analyser le processus de négation d'un point de vue psychanalytique. Que só é possível negar aquilo que sabe que se é. Où en fait, on peut seulement nier ce que l'on sait que l'on est. Não é que essas pessoas não saibam que os filhos, o marido ou as pessoas sejam negras. Donc en fait, ces personnes savaient très bien que leur mari, leur enfant était noir. É que há desejo de que elas sejam negras sem negritude. Mais en fait, il y a vraiment un désir que ces personnes soient noires, mais sans la négritude. Há uma diferença entre ser negro e negro com negritude. Acho que... Parce que je crois qu'il y a une vraie différence entre être noir et être noir avec une négritude. Então, a primeira interdição radical me parecia ser a da negritude. Et ma première interdiction radicale, en ayant vu toutes ces familles, me semblait être celle de la négritude. Em uma das famílias, a avó diz que estava muito nervosa quando a filha dela estava grávida da neta. Et donc, dans une des interviews, dans une des familles, il y a une grand-mère qui dit qu'elle était extrêmement nerveuse quand sa fille était enceinte de sa petite fille. Porque ela já vinha de uma família negra que tinha embranquecido. Parce qu'elle-même venait déjà d'une famille noire qui s'était peu à peu blanchie. E ela falava literalmente assim: a gente demorou tanto para embranquecer, minha filha vai e casa com negro retinto. Et en fait, elle disait, mais littéralement ceci, on a tellement déjà eu du mal à se blanchir, et ma fille, voilà qu'elle se marie avec un noir foncé. E que ela estava tensa de como nasceria o filho. Et donc, elle était très anxieuse de savoir comment allait naître sa petite fille. Quem é de família interracial sabe que as crianças de família interracial muitas vezes nascem claras. Et donc, ceux qui sont de famille interraciale ici doivent le savoir, que très souvent, les enfants interraciaux naissent très clairs de peau. E que vão escurecendo. Et en fait, ils foncent avec les années. Então, essa avó, quando viu a neta, disse: que bonitinha, ela nasceu clara, a gente até se apaixonou por ela. Et donc, la grand-mère, quand elle a vu sa petite fille qui est née, qui était claire, elle a dit « Ah, heureusement, elle est claire !» Et c'est ça qui lui a permis de l'aimer passionnément. Bom, essa criança cresce e fica negra, enegrece. Mais cette enfant a grandi et elle a foncé. Mas ela cresceu com uma narrativa familiar que a condição de amor
Mais en fait, elle a grandi avec tout ce récit familial qui disait que la condition pour être aimée, era ela ter nascido branca. c'était qu'elle était née claire de peau. Acho que vocês devem entender que muitas crianças nascem com o olho claro, azul, e que depois escurecem. Et donc, vous devez aussi savoir que très souvent, les enfants naissent avec les yeux bleus, et en fait, après, ces yeux changent de couleur. E que a fala, tomara que mantenha o azul. Et que l'expression très populaire que tout le monde dit, c'est « Oh, pourvu qu'il garde ses yeux bleus ». Ok? É parecido com isso. Donc, ça ressemble un peu à ce genre de phrase. E então, as consequências na subjetividade dessa criança Et donc, les conséquences sur la subjectivité de ces enfants, é que ela sabia que se ela tivesse negritude, et donc, en fait, c'est que ces enfants savent que s'ils ont une négritude, ela poderia ser menos amada. eh ben, elle serait moins aimée. A resposta dela no livro, Et donc, la réponse que donne cette jeune fille dans le livre, quando eu pergunto, você é negra? quand je lui demande « Est-ce que tu es noire ?» Ela diz, não, eu não sou negra, porque eu tenho cabelo liso, alisado, Donc, elle dit « Non, non, je suis pas noire, j'ai les cheveux lisses », parce qu'effectivement, elle se lissait les cheveux, e eu não gosto de samba. et j'aime pas la samba. Ou seja, havia formas de negar aquilo que pudesse deixá-la mais próxima daquilo que é ser negra, Donc, en fait, elle avait vraiment des façons de nier tout ce qui pouvait la rapprocher de ce qui était d'être noire. para continuar sendo amada por essa avó. Parce qu'en fait, elle voulait continuer à être aimée par sa grand-mère. Obviamente, eu estou contando aqui como se eu tivesse uma consciência disso, Donc, évidemment, là, je raconte ça comme si cette fille avait conscience de tout cela. mas não é assim que acontece. Mais c'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Todo mundo sabe aqui que a gente agrada pai e mãe de formas bastante inconscientes, sem saber, mas acaba tendo formas de agir no mundo Parce qu'en fait, on sait tous, plus ou moins inconsciemment, comment faire plaisir à ses parents, à ses grands-parents, para ser amado. pour être aimé. Nessas crianças, um dos efeitos é negar a negritude e a própria possibilidade de uma construção identitária saudável em relação à negritude para que a família continue a serviço, também inconsciente, do embranquecimento da nação. Et donc, pour ces enfants, en fait, il y a vraiment toute une impossibilité de voir la négritude de façon positivée pour que, au sein de leur famille, ils continuent à blanchir la nation. Bom, esse é um dos efeitos bastante inconsciente, Donc ça, c'est un des effets qui est assez inconscient. mas a gente tem um caso, por exemplo, que está aqui no livro, que é a história da Mariana, Mais en revanche, il y a une autre histoire qui est celle de Mariana, qui est dans le livre, que é a única pessoa que eu entrevisto sozinha, porque deixar ela perto da mãe seria deixar ela perto da violência novamente. Et donc, en fait, c'est la seule personne que j'ai interrogée toute seule, alors que les autres fois, j'interrogeais toujours la famille réunie, parce qu'en fait, la mettre avec sa mère, ça lui imposerait de nouveau une violence. Em que o racismo era muito mais declarado e escancarado. Et donc, dans cette famille, le racisme était beaucoup plus ouvert et sans aucune retenue. A mãe dela coloca cloro na pele dela, Donc, sa mère lui mettait du chlore, de l'eau de javel sur la peau, pregador no nariz, une pince à linge sur le nez, e alisa o cabelo dela desde muito cedo, et elle lui lissait les cheveux depuis son plus jeune âge, com uma química muito forte, que inclusive deu um problema capilar nela. avec des produits chimiques très forts qui, d'ailleurs, aujourd'hui, alors qu'elle est adulte, lui ont donné des problèmes à ses cheveux. Ou seja, é uma violência radical no próprio corpo. Donc, c'est vraiment une violence radicale sur le propre corps de sa fille. O corpo que seria um lugar de prazer, todo mundo sabe que ele é um lugar de prazer, Le corps, qui normalement doit être un lieu de plaisir, vira persecutório para si mesmo. devient complètement persécuteur pour soi-même. E esse é um dos efeitos subjetivos mais horrorosos encontrado dentro das famílias interraciais ou daquelas em que a negritude é interditada. Donc ça, c'est vraiment un des effets les plus horribles dans les familles interraciales ou dans les familles où la négritude est véritablement interdite. E ainda, sobre os efeitos, há algo bastante repetido nas entrevistas, Et il y a encore un autre phénomène qui s'est vraiment reproduit à de nombreuses reprises dans les interviews, que é o fato de não conseguir construir uma identidade subjetiva racial porque se sente traindo uma das pessoas da família. où en fait, on n'arrive pas à construire une identité raciale parce qu'on aurait l'impression, en choisissant l'un ou l'autre, de trahir un des membres de la famille. É como se escolher, sou negro, seria escolher uma filiação mais forte do que outra. Donc en fait, c'est comme si dire « je suis noir », ce serait choisir une filiation plus forte vis-à-vis d'un membre de la famille que de l'autre. Então, como no Brasil, a própria categoria mestiço
tem sido reinventada, renegociada pelos discursos do movimento social negro. Et donc, comme en plus la catégorie métisse a été un peu réinventée, ou en tout cas renégociée par le mouvement social noir, Pelo fato que é preciso lutar pelas ações afirmativas e equidade, et parce qu'en fait, le mouvement social noir voulait lutter pour des politiques d'action affirmative et voulait lutter pour plus d'égalité. não tem política para mestiços, Et donc, il n'y a pas de politique pour les métis. a política é para a categoria negro. Les politiques sont pour la catégorie noire. Então, nós temos hoje uma nomenclatura binária, brancos e negros, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au Brésil, on a une nomenclature binaire blanc et noir. o que é extremamente importante para a luta do movimento social, Ce qui a été très important pour la lutte du mouvement social. mas em que alguns momentos, na subjetividade desses filhos, Mais parfois, dans la subjectivité de ces enfants, eles não sabem como se classificar porque não tem a opção mestiço. ils ne savent pas comment se classifier parce qu'il n'y a pas l'option métisse. Isso é algo desta nova geração, Mais ça, c'est quelque chose qui concerne vraiment cette nouvelle génération, de 20 anos. cette génération qui a 20 ans. As pessoas de 40 falavam pardo, mestiço, moreno, de outras formas. Tanto que tem pesquisas que mostram, né, que nomes, filhos de pais morenos, hoje são negros. Et donc, en fait, la génération précédente, donc c'est-à-dire les gens qui ont aujourd'hui 40 ans ou plus, ils se décrivaient pas comme noirs, ils se décrivaient comme métis, mat, chocolat, café au lait. Et donc aujourd'hui, en fait, on se retrouve parfois dans certaines familles où les parents vont se décrire chocolat au lait, mais les enfants vont se classifier comme noirs. As pessoas que criticam essa categoria, Et les personnes qui critiquent cette catégorie, em geral, acreditam porque criticam porque acreditam que há realmente mestiço. et en fait, ils critiquent cette catégorie parce qu'ils pensent qu'il y a effectivement une catégorie métisse. Mas não há. Mais moi, je pense qu'il n'y en a pas. As categorias raciais são inventadas. Les catégories raciales, de toute façon, sont inventées, Assim como os mestiços foram inventados, tout comme les métis ont été inventés. a mesma lógica de formação racial La même logique de formation raciale hoje tem sido feita para lutar por igualdade. a été utilisée aujourd'hui pour lutter pour plus d'égalité. E nesses sujeitos, dos efeitos é não sei como me classificar. Et donc, un des effets pour ces enfants, pour ces personnes métisses, est de ne pas savoir se classifier. Porque é uma interdição também, novamente, do negro pela parte da família branca. Parce que, en fait, il y a cette interdiction du noir de la part de la famille blanche. Você fala, mas você é branco. As pessoas falam. Você tem mãe branca. Ou en fait, la personne métisse qui se dit noire, les personnes blanches de la famille vont lui dire « Mais non, tu as une mère blanche, tu es blanc, Você não é tão negro assim. tu es pas si foncé. Para que usar essa categoria? Pourquoi tu utilises ce mot-là, cette catégorie-là ?» Tem uma mãe aqui na entrevista que eu perguntava para o filho como que é ser o único negro da família, porque ele era o único que se classificava como negro. Donc il y a notamment une famille en fait où sur les 3 enfants, il y en a un, le seul, qui est noir, et je lui demandais qu'est-ce que c'est que d'être le seul noir de la famille. E a mãe, exatamente no momento que eu pergunto, fala: ele nunca foi negro, ele começou com isso agora na universidade. Et en fait, la mère répond à la place de son fils et dit mais il a jamais été noir, il a commencé avec ses histoires de noir quand il est rentré à l'université. Então, assim, a escolha de fazer a pesquisa junto com a família Donc c'est pour ça aussi que j'avais choisi de faire cette recherche en ayant tous les membres ensemble de la famille, foi sábia nesse sentido, porque a interdição acontecia no momento das entrevistas. parce que c'était justement pour voir ça et pour voir que cette interdiction, elle arrivait justement au moment de l'interview. Acho que eu te respondi. Je t'ai répondu. Comme le temps file, on va peut-être passer à une toute dernière question et ensuite on pourra ouvrir la session questions-réponses. Pour le côté un petit peu plus pop avec Overbooké, je voudrais qu'on revienne sur une polémique qui s'est tenue sur les réseaux sociaux en France, comme ça nous permet de faire le pont avec le contexte français, autour d'une ancienne candidate de télé-réalité qui est blanche et qui a une petite fille métisse de 3 ans sur laquelle elle a pratiqué un lissage brésilien et elle s'est fait attraper sur les réseaux sociaux et beaucoup critiquée pour avoir fait ça à sa fille. On est d'accord qu'on condamne évidemment le harcèlement qu'elle a subi sur les réseaux sociaux et que son père aussi aurait pu, et que son partenaire aurait pu s'occuper des cheveux de son enfant. Mais toujours est-il que ce qui revenait beaucoup sur les réseaux sociaux à ce moment-là, c'est que
elle était raciste et que le fait, en tant que maman blanche, d'avoir utilisé une technique d'altération chimique du cheveu, ça allait avoir un impact non seulement sur la santé de la petite, mais aussi avoir un impact sur son estime d'elle, parce que avec le lissage brésilien, ça veut dire que les cheveux de sa fille tels qu'ils poussent sur sa tête ne sont pas des bons cheveux. Tout à l'heure, vous avez abordé un petit peu la thématique des cheveux, mais tout ça pour dire que je voudrais savoir comment. Je sais que les personnes racisées, en tout cas avec lesquelles j'ai pu parler un petit peu de votre livre sur les réseaux sociaux, étaient très réceptives à votre livre, mais je voudrais savoir comment vos travaux sont reçus par les personnes blanches au Brésil, et puis aussi dans le cadre des rencontres que vous avez faites la semaine dernière en France. Me perdi, pardon. Então, primeiro teve essa questão da mãe branca que alisava o cabelo da menina negra. Aqui na França, uma mulher da tipo BBB. E então, isso foi muito criticado nas redes sociais. E se você depois, a dernière partie da questão, C'est reçu par les personnes. E como as pessoas brancas no Brasil e pelo que você viu na França recebem seu trabalho? Bom, no Brasil a gente teve escândalo parecido. Donc au Brésil, on a eu une histoire un peu pareille. Mas acho que mais violento, que foi uma mãe que colocou que era Instagrammer. Où c'est une mère qui avait mis sur Instagram. Ela colocou nas redes sociais: ainda bem que eu tenho bom gosto e visto minha filha bem, porque ela é tão feinha. Et en fait, cette mère blanche, elle disait heureusement que j'ai bon goût parce que ma fille est tellement moche. A mãe colocou no Instagram. Fabiana está aqui que ela prova para mim. Donc voilà, la mère avait mis ça sur Instagram. Madame ici peut le témoigner. E bom, eu acho que esse caso, né, que acontece aqui na França de alisar o cabelo aparece bastante nos meus entrevistados. Et donc en fait, ce dont tu parles, où la mère lisse les cheveux de son enfant, c'est un processus que j'ai retrouvé vraiment souvent dans les interviews. E que é uma mistura bastante difícil e complexa de resolver. Et c'est en fait une histoire assez complexe et difficile à résoudre. Porque muitas das pessoas fazem isso por amor. Parce que très souvent, en fait, les mères font ça par amour pour leur enfant. Eu estou cuidando da minha filha. Je fais du soin à ma fille. Eu estou fazendo ela ficar bonita. Je la rends jolie. E ela faz, e é com cuidado. Et elle fait ça avec soin. E violento. Et c'est violent en même temps. As histórias familiares. Donc les histoires familiales. São muito mais difíceis do que o racismo encontrado no dia a dia. En fait, le racisme familial, il est plus complexe que le racisme qu'on peut trouver dans la rue, dans le quotidien. Porque ele vem junto com alguém que te ama muito. Parce qu'en fait, ce racisme, il est parallèle, il est fait par quelqu'un qui t'aime beaucoup. E que quer o teu bem. Et qui veut votre bien. E que acredita que embranquecer é o teu bem. Et qui pense que blanchir, c'est vouloir votre bien. Muitas mães achavam que estavam fazendo favor de casar com mulheres e homens, de casar com a pessoa negra. Et très souvent, les personnes blanches, en fait, elles avaient presque l'impression de rendre service à la personne noire avec qui elles se mariaient. Aquilo que acontece na estrutura social. Parce que ce qui se produit dans la structure sociale, acontece nas micro-relações. Et en fait, ça se retrouve dans les micro-relations. O que é colonial? Ce qui est colonial. Das pessoas que vão civilizar os indígenas. Cette histoire des gens qui vont civiliser les autochtones. Fazer eles acreditarem num Deus melhor. Leur faire croire à un Dieu qui est meilleur. Ou fazer com que as mulheres aprendam a liberdade feminista lá não sei aonde. Et faire que les femmes, elles vont enfin comprendre ce que c'est que la liberté féministe. Acontece também nas relações muito próximas. Et ça se retrouve dans les relations très intimes. Então, nessas famílias. Et donc, dans ces familles. Muitas vezes a pessoa, o pai branco da família. Et très souvent, le père ou la mère blanche. Se sentia salvando pessoas negras. Il avait l'impression de sauver les personnes noires. A colonização. La colonisation. Também acontece nos espaços pequenos. La colonisation se retrouve aussi dans les petits espaces. E junto com o amor. En même temps, parallèlement à l'amour. E sobre... A pergunta segunda era sobre a França e aqui, né? A recepção das pessoas brancas. Tá. Seu trabalho. Sobre a recepção do meu trabalho. Donc, sur la réception de mon travail.
Tem algo que sempre acontece, que é silêncio e uma angústia geral. Donc il y a toujours quelque chose qui se produit, c'est parfois un silence ou une espèce d'angoisse générale. Mas o das famílias é muito diferente do da branquitude. Mais malgré tout, le livre sur les familles mixtes est très différent du livre sur la blanchité. O da branquitude, em geral, teve uma reação muito ruim dos brancos no início. Donc au début, quand j'ai lancé mon livre sur la blanchité, les blancs, ils avaient une relation assez mauvaise dessus. De 2008, que foi quando eu fiz a pesquisa, até George Floyd. En fait, de 2008, qui est le moment où j'ai sorti le livre au Brésil, jusqu'à George Floyd, eu não contei uma vez que eu fui convidado por um professor ou uma pessoa branca para apresentar meu trabalho. Todas as pessoas que me convidaram eram pessoas negras de instituições. Donc en fait, voilà, entre 2008 et George Floyd, j'ai jamais été invitée par une personne blanche pour faire mes conférences, etc. À chaque fois, j'étais invitée par des professeurs d'université ou par des gens qui étaient noirs. Isso mudou depois do George Floyd. Mais à partir de George Floyd, ça a changé. Acho que no mundo todo. Et je crois que dans le monde entier. E o das famílias, a recepção tem sido diferente, porque ela vem das famílias. Et donc, sur le livre sur les familles mixtes, la réception a été un peu différente. Já com algum letramento antirracista. Parce qu'en fait, j'ai pu parler à des familles qui avaient déjà une espèce d'alphabétisation raciale. Que procura para entender mais ou menos como trabalhar com isso na família. Et en fait, ce sont des familles qui cherchaient à comprendre, qui cherchaient à travailler un petit peu comment travailler ces thèmes-là dans leur famille. Então, a recepção é bastante diferente, mas sobre branquitude, principalmente, foi bastante... a recepção foi muito ruim no começo e depois virou algo do George Floyd qui estourou. Donc voilà, la réception entre les deux livres a été différente, mais je peux vraiment dire que sur la blanchité, au départ, la réception était très négative et à partir de George Floyd, maintenant, c'est un livre qui est très bien reçu. Merci beaucoup. Obrigada. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut en profiter. Ok. Vamos fazer três, eu acho, juntar. Você quer appeler à Chanel? Ouais, je vois une personne juste ici. Alors, est-ce que vous pouvez juste essayer d'être concise, s'il vous plaît? Bonjour, merci beaucoup pour ces paroles. C'est des sujets très compliqués. J'avoue que j'ai acheté ce livre il y a 3 mois et j'ai eu énormément de mal à le lire. Parce que c'est des sujets lourds, familiaux et psychologiques. Je voulais savoir si... j'avais plusieurs questions. Je suis un peu intimidée par le temps. Oui, je repense à... je sais pas si vous avez étudié, je pense que oui, Frantz Fanon qui a énormément parlé de ces questions-là, de blanchir. En tout cas, pour ma part, c'est en Martinique que ça concerne. Et étant donné que c'est paternel, mon blanchiment, j'ai l'impression que je suis produit de ça et que les familles sont, la destruction dans ma famille est complètement raciste, liée au racisme. Et il y a eu, il y a une transmission en fait qui ne se fait pas dans la culture aussi, notamment le créole, qui a été interdit dans les écoles en Martinique. Et je voulais savoir à quel point on était légitime de se réintéresser à une culture qu'on a effacée. Então, como você poderia interessar nessa cultura que foi apagada? Não é muito macabro. On va prendre peut-être 2 ou 3 et puis comme ça l'IA répondra un peu juste en même temps. À côté de vous. Bonjour, merci pour cette intervention. Ce qui est intéressant en fait dans cette analyse, c'est le fait que finalement on analyse la famille, les rapports de pouvoir à travers les rapports sociaux de race au sein de la famille. Et moi, je voulais vous demander si, par rapport au colorisme, parce que c'est un mot que je n'ai pas entendu, qui est une des manifestations du racisme. Je pense que le colorisme, il est structurel au Brésil, excusez-moi, c'est la fatigue, au Brésil, et aussi la fétichisation, parce que ça, j'ai lu votre livre et j'ai perçu à plusieurs moments
cette notion-là, mais sans forcément, je l'ai pas vu développer dans le livre, et j'aimerais bien que vous en parliez davantage, puisque la fétichisation, c'est le fait de réifier un individu, de le considérer comme, bah voilà, on fait partie on est représentant d'une communauté, on n'a plus d'individualité propre, et je pense que ça fait partie, notamment à travers ce qu'on appelle l'amour, même si l'amour, je pense aussi que c'est pas une donnée pure, c'est pas un phénomène pur, c'est quelque chose qui est à relier à des rapports de domination, de pouvoir, et que, par exemple, les assassinats, les meurtres, les violences sexuelles, par exemple, c'est fait par amour. Hein, donc là, c'est pareil. Finalement, dans un autre domaine, on va avoir des enfants racisés par soi-disant amour. On va adopter parce que je suis adoptée transraciale, et c'est pour ça que je fais le lien aussi avec les personnes métisses, parce qu'on a énormément de points communs, notamment ce que j'appelle moi la charge transraciale, le fait d'être dans cette dissonance en fait, et d'être dans ce processus d'assimilation totale en tant qu'adopté. Mais du coup, moi, je considère que l'assimilation, c'est comme un continuum, et qu'on se situe en tant que personne racisée. Et c'est là aussi où on a des points communs avec les autres communautés racisées, par exemple en France, sur ce spectre de l'assimilation, sur ce continuum de l'assimilation. Et je pense que les personnes métisses, par exemple, qui ont été élevées principalement par leurs parents blancs, on a énormément de points communs avec les personnes adoptées transraciales. Et du coup, voilà, je voulais juste, si c'était possible, développer cette question. Donc, si c'est possible de développer cette question du colorisme et de la fétichisation dans les familles mixtes. Merci. Ok, donc colorisme et fétichisation. Si on peut faire une dernière question. Pardon. Je ne sais pas, je parle portugais ou français. Les deux. Bon, moi, rapidement. Hein. Il y a environ 8 mois, par exemple, j'ai fouillé dans mes vieux papiers et j'ai rencontré un extrait d'un acte de naissance très ancien, et mon premier d'ailleurs, et sur la question qui était posée, couleur, parda. Et ça m'a fait revenir beaucoup de choses dans mon parcours de vie et comment cela a impacté mon existence. Parce que pardos, comme vous savez, c'est un mot d'animalisation, correspond à synonyme, c'est un mot grec, ça veut dire panthère. On le retrouve léopardo, et parce que je viens dans un contexte de deux côtés de ma famille, nous sommes descendants d'Africains liés à l'esclavage. Donc les blanchiments qu'il y a eu dans sa famille, d'ailleurs j'ai essayé de retrouver du côté de mon père, disons, ce sont des gens, des propriétaires de toute une région. Donc, mais mon père n'a pas eu de contact. Il était vaché dans la ferme de son père. Donc, mais en même temps, il y a la famille, ce rôle de la transmission des valeurs esthétiques de la blancheté, c'est très important. Et je me rappelle que ma grande sœur, ma mère a eu 11 enfants, pour à peu près la moitié claire, l'autre moitié foncée. Donc, ma grande sœur, qui était claire, qu'elle est toujours, elle s'est mariée avec un homme très foncé. Mais elle a continué à transmettre toutes les valeurs de la suprématie blanche. Par exemple, elle disait que moi, j'avais les cheveux de... Comment ça s'appelle? Des pimenta do reino, vous voyez, des grains. Les nez que le bœuf a aplati. Donc, j'ai grandi avec ça. Mais en même temps, il y avait des choses contradictoires. Parce que mon arrière-grand-mère, du côté maternel, elle était descendante des Peuls. Elle se disait, moi, je ne suis pas noir, je suis Foula, je suis Peul. Mais avec ça, bon, j'ai grandi dans les années... Mon enfance était dans les années 60, au moment de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Et je voyais dans la foule des gens qui avaient mon profil, qui étaient classés dans les groupes noirs. Donc, historiquement, j'ai dû fouiller pour comprendre cette question. Et là, j'ai compris la question de l'animalisation comme une stratégie d'infériorisation et de domination. Okay. Mais je vois que le rôle qu'il y a eu à l'intérieur de ma famille même
c'était très important de transmettre ces valeurs d'esthétique, de beauté blanche, et l'impact, et je continue mon parcours, dans le sens, bon, on pourrait prolonger, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous faites. Vous parlez au niveau de la famille, et j'ai causé des ruptures à l'intérieur de ma famille, parce qu'un de mon grand frère, qui était avocat, je vais finir, oui. Lui était avocat, il était très foncé. Lui, quand j'ai fait une rupture dans la famille, je me suis rallié au début du mouvement noir unifié au Brésil, il ne comprenait pas. Il venait me dire, mais je ne comprends pas pourquoi. Et je ne suivais pas ce parcours de blanchiment, mais à mon époque, par exemple, il n'y avait pas... la télévision ne définissait pas ça, mais c'était à l'intérieur de la famille, les plus aînés, les plus âgés qui transmettaient ces valeurs. Et c'est la grande difficulté que je pense de déconstruire ça au niveau du mouvement noir au Brésil, de rassembler. Bom, através da conquista do movimento negro, de todos esses estados que agora se declaram negros, eu acho. E bom, e você lembra das outras perguntas? Respondendo, acho que é a primeira pergunta. Donc, je vais répondre à la première question. Acho que, na verdade, é mais depoimento. Donc, bon, c'était plutôt un témoignage. E sobre o efeito do racismo, me parece que os depoimentos mostram que aquilo que acontece no Brasil funciona aqui também. Et donc, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les effets du racisme au Brésil, en fait, je me rends compte qu'ils fonctionnent beaucoup ici, et c'est la même chose. Agora, uma importante questão sobre a negação da transmissão familiar. Et donc, c'est une question importante, en fait, cette négation de la transmission familiale. É que quando se nega uma transmissão, c'est qu'en fait, quand on nie une transmission, não é que possa existir uma transmissão de uma outra cultura que é neutra. En fait, il peut pas y avoir la transmission d'une culture qui serait neutre. Mas, em geral, se pensa, por exemplo, no caso da França ou dos brancos, que se você tiver esta cultura... Mais en général, j'ai remarqué que dans le cas de la culture de la France, on a l'impression que si vous avez cette culture-là, essa é uma cultura humana. Ce serait une culture humaine. Enquanto a cultura essa que foi negada da África, alors que cette culture qui a été niée de la Martinique ou de l'Afrique, seria uma cultura particular. Ce serait une culture particulière. A questão central da branquitude, et la question centrale de la blanchité, é tornar uma identidade, c'est précisément de rendre une identité, uma ideia de beleza, une idée de beauté, em a beleza, en la beauté, em a humanidade, en l'humanité. Por exemplo, se eu pergunto para as pessoas onde nasceu a filosofia, par exemple, si je demande aux gens où est née la philosophie, provavelmente as pessoas me respondem que é na Grécia. Tout le monde probablement va me répondre en Grèce. E o que nasceu na Grécia? A filosofia grega. Et alors que ce qui est né en Grèce, c'est la philosophie grecque. Da China na China. En Chine, c'est la philosophie chinoise. A indiana na Índia. En Inde, la philosophie indienne. A Tupi-Guarani no Brasil. Les Tupi-Guarani, la philosophie Tupi-Guarani au Brésil. A questão é que essas são sempre vistas como particulares. Mais en fait, ces cultures-là sont toujours vues comme particulières. E a branca como a humana, universal. Et la culture blanche est vue comme l'humaine, l'universelle. Isso se repete dentro das famílias. Et donc ça se répète au sein des familles. A transmissão acaba sendo a ideia, né, de uma cultura humana. Et donc on finit par transmettre cette culture qui serait humaine. Que é bastante particular. Alors qu'elle est tout à fait particulière. Eurocêntrica. Elle est eurocentrique. E que, em geral, exerce esse valor de dominação. Et qui, en général, exerce justement cette valeur de domination. De relação de poder com as outras culturas. Et de relation de pouvoir vis-à-vis des autres cultures. Na criança, et sur l'enfant, se ela se interessa por aquilo que é a transmissão negada, si cet enfant s'intéresse à cette transmission qui est niée, é trabalho muito grande. Et ben en fait, il faut qu'elle fasse vraiment de gros efforts. Porque ela tem que ir atrás daquilo que não foi dado. Parce que il faut qu'elle aille chercher ce qu'on ne lui a pas donné. Por exemplo, o hegemônico tá para todo mundo. Donc, par exemple, en fait, l'hégémonique, il est donné à tout le monde.
Todo mundo sabe que em dezembro é Natal. Tout le monde sait qu'au mois de décembre, c'est la fête de Noël. Então, por exemplo, eu que quero criar meus filhos fora da igreja cristã. Et par exemple, moi qui veux éduquer mes enfants hors de l'église chrétienne. Eu falo, não é Natal, a gente não comemora Natal. Donc si je leur dis non, c'est pas Noël, en tout cas nous on fête pas Noël. Mas o Natal tá para todas as crianças na escola. Mais en attendant, Noël, il est fêté avec tous les enfants à l'école. E nem eu sei o que minha família comemora, porque eu também fui silenciada. Et donc même moi, en fait, je ne sais même pas ce que ma famille pourrait fêter parce que ma culture aussi m'a été complètement Então eu teria que ir procurar. Donc il faudrait que j'aille chercher moi aussi. E isso é trabalho muito maior. Et c'est effectivement un travail beaucoup plus grand. Então nesse sentido, se construire uma negritude positivada. Et c'est donc en ce sens que si on arrive à construire une négritude positivée, não é a mesma coisa do que se constituir como branco. C'est pas du tout la même chose que se constituer comme blanc. A branquitude é automática. Parce que la blanchité, elle est automatique. O eurocentrismo é automático. L'eurocentrisme, il est automatique. Ele tá para todos. Il est pour tout le monde. Para os negros, para os indígenas e para os brancos. La blanchité, elle est pour les noirs, pour les autochtones, pour les blancs. Então é trabalho que dobra o trabalho. Donc en fait, ça va doubler votre travail. Porque é preciso negar aquilo que foi dado até agora e intencionalmente procurar aquilo que foi silenciado. Donc parce qu'il vous faut nier ce qui vous est donné automatiquement et intentionnellement aller chercher ce qui vous a été nié. E respondendo junto ao Hildebrando. Et pour répondre en même temps à monsieur, isso também vai ser trabalho muito grande naquilo que é a valorização estética daquilo que é pensado como negro. Et je crois aussi qu'il y a un travail très grand à faire en termes de valorisation esthétique de ce qui est considéré comme noir. As pessoas que têm cabelo liso, por exemplo, les gens qui ont les cheveux lisses, par exemple, não é uma questão de vida. Pour eux, c'est pas une question de vie ou de mort. Tornar o cabelo dela algo belo. De rendre leurs cheveux beaux. Ela cresce e o cabelo tá lá, visto como belo. En fait, ces personnes blanches, bon, elles grandissent et elles ont leurs cheveux et tout le monde leur dit qu'ils sont beaux. Para construir uma ideia de uma estética negra positiva. Mais pour construire cette idée d'une esthétique noire positive, é trabalho consciente. C'est un travail conscient qu'il faut mener. De ter que negar aquilo como belo. Il faut nier ce qui est considéré, ce qui nous est imposé comme beau. Ou melhor, como o único belo. Ou plutôt comme le seul qui est beau. E ter que ir atrás daquilo que como é que faz para pentear esse cabelo. Et il faut aller chercher et se demander comment est-ce qu'on fait pour peigner, pour coiffer ses cheveux. Como é que eu faço, né, para os cachos ficarem valorizados? Comment est-ce que je fais pour que mes boucles soient valorisées? As professoras na escola contavam dos entrevistados que elas não sabiam como pentear cabelo. Et en fait, il y a des fois certaines personnes qui étaient interrogées qui disaient qu'elles ne savaient pas comment coiffer ses cheveux. Num país com 56% de alunos negros. Dans un pays où 56% de la population est noire. Ou seja, é uma construção bastante trabalhosa, de fato. Donc c'est vraiment une construction qui demande du travail. Inclusive sobre a estética. Et y compris sur l'esthétique. Agora, você falou algo interessante, que é a diferença das gerações. Et vous avez évoqué quelque chose d'intéressant, qui est justement cette différence entre les générations. Então, para não deixar, né, as pessoas aqui tão tristes e tão angustiadas. Et donc, pour pas que vous partiez d'ici tristes ou alors angoissés. As ações afirmativas no Brasil. Les actions affirmatives, notamment les quotas qui ont été mis en place au Brésil. Construíram possibilidades que em 100 anos não foi visto. Elles ont construit des possibilités que en 100 ans on n'avait jamais vues. As universidades estão cheias de coletivos negros. Aujourd'hui, les universités sont pleines de collectifs d'étudiants noirs. Com valorização de cultura, beleza, estética negra. Avec la valorisation de la culture, de l'esthétique, de la beauté noire. E, de fato, o movimento negro tem talvez seja o maior valor do Brasil de movimento social hoje em dia em pautar essas questões da colonização para todos. Et je crois que le mouvement noir au Brésil est aujourd'hui un des plus grands mouvements sociaux qui existent, en aussi mettant sur la table le débat sur la colonisation. Isso não retira que ainda, respondendo para você, há colorismo muito forte. Mais cela n'empêche pas, pour vous répondre, qu'il y a quand même un colorisme très fort. O colorismo, para quem não sabe,
a ideia, né, de medir as pessoas segundo cor e traços phénotypes. Et donc le colorisme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait cette idée de mesurer la valeur de la personne en fonction de sa couleur de la peau ou de certains traits phénotypiques. Com a base como ideal a branquitude e a brancura. Sachant que voilà le sommet, l'idéal, c'est la blancheur et la blanchité. Então muitas das crianças crescem. Et donc, beaucoup de ces enfants vont grandir, inclusive entre irmãos, y compris d'ailleurs entre frères et sœurs, com a ideia de quão branco eu sou. Avec cette idée toujours de à quel point je suis blanc. Quem é de família interracial aqui vai reconhecer isso, que todas as famílias sabem dizer quem é mais claro, quem é mais escuro, quem tem cabelo mais enrolado, quem tem cabelo mais curto. Há uma tecnologia de comparação dos sujeitos com o ideal da branquitude em curso. Donc celles et ceux qui sont de familles interraciales ici vont vraiment très bien comprendre qu'en fait, même entre frères et sœurs, on est tout à fait capable de dire celui-ci est plus clair, celui-ci est plus foncé, celui-ci a les cheveux comme ci, comme ça. Il y a toute une technologie, ma technologie a dit comparação. De comparação e processos de entender a raça. Il y a toute une technologie de comparaison et de processus pour comprendre la race. As pessoas sabem dizer que pela mucosa, quando a criança nasce, ou pela bunda, qual cor as pessoas vont ficar. En fait, les gens sont capables de dire dès la naissance de l'enfant, en regardant les muqueuses, en regardant la couleur des ongles, en regardant la raie des fesses, quelle couleur aura plus tard l'enfant. Tamanha obsessão da nação pela cor e pela raça. Ce qui prouve bien l'obsession de la nation pour la couleur et pour la race. O que é preciso ficar muito evidente é que cor é uma diversidade do fenótipo humano. Alors qu'il faut vraiment que ce soit bien clair pour vous, c'est que la couleur, c'est juste un des phénotypes de la diversité humaine. É tão arbitrário como o tamanho do pé e a altura. En fait, c'est une caractéristique humaine de la même façon que de la taille des pieds ou de votre taille. A questão central é como que isso se tornou uma ideia de raça. Mais en fait, la question centrale, c'est vraiment de se demander comment est-ce que cette couleur est devenue cette idée de race. E de hierarquização entre humanos. Et surtout, comment cette couleur a donné cette hiérarchie entre les humains. Então, a questão central é que é preciso tirar a dominação. Donc, ce qui est essentiel, c'est d'enlever la domination. Para que o colorismo desapareça e a cor da pele se torne só mais uma característica. Pour que le colorisme disparaisse et en fait la couleur de la peau deviendrait juste une caractéristique de plus. Tudo isso nos diz de relações de poder. Et tout cela effectivement traduit des relations de pouvoir. De olhar para fenótipo, où en fait on regarde le phénotype, l'apparence physique, e direcionar oportunidade e direitos. Et en fait il faut donner des opportunités et des droits. Tem famílias em que o pai tem tanta noção do racismo estrutural. Donc il y a par exemple des familles où en fait le père, il avait une telle conscience du racisme structurel que ele diz que apostou mais na criança mais clara. Foi onde ele colocou ela para fazer inglês, fazer natação, porque é a que podia dar mais certo. Où en fait ce père a plus parié sur sa fille Claire par rapport aux autres qui étaient plus foncés, et donc il lui a payé des cours d'anglais, des cours de natation, parce qu'il s'est dit que cette fille-là aurait plus de chance dans la vie. Então, a distribuição de oportunidades ligada à cor da pele, ela é radicalmente algo que ainda acontece no Brasil. Donc en fait, on voit vraiment que la distribution de chances en fonction de la couleur de peau, c'est quelque chose qui existe véritablement au Brésil. E essa é a questão central do colorismo. Et c'est la question centrale du colorisme. Sobre o fetichismo. Et maintenant sur le fétichisme. Eu poderia falar sobre mais dia sobre isso. Je pourrais en parler pendant une journée. Mas ele acontece de formas muito diferentes entre mulheres e homens. Donc le fétichisme, il se produit de façon très différente selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes. E é construído ainda com os estereótipos de raça e gênero que foram construídos na escravidão. Et en fait, ce fétichisme est construit encore sur les stéréotypes de race et de genre qui avaient été construits pendant la période de l'esclavage. O homem branco como uma sexualidade neutra, normal. Donc l'homme blanc, il a une sexualité neutre, normale. A mulher branca como casta e frágil. La femme blanche, elle est chaste et fragile. O homem negro, esse super viril. L'homme noir, il est super viril.
E a mulher negra é sensual, hipersexualizada. Et la femme noire est sensuelle et hypersexualisée. Isso tinha uma função na época da escravidão. Et donc, en fait, ces schémas, ils avaient une fonction très claire à la période de l'esclavage. Para manter as relações de raça e gênero e poder. C'était pour maintenir les relations de race, de genre et de pouvoir. Que tinha a função de deixar a mulher branca como propriedade desse homem. Et donc, ça permettait de garder la femme blanche comme propriété de l'homme blanc. Mas que não dava conta da sexualidade dele. Mais comme elle n'arrivait pas à satisfaire sa sexualité, assim uma justificativa para os abusos sexuais e para o estupro. Et ben en fait, ça fournissait aussi une justification pour les abus sexuels et les viols. Mas a culpa era da mulher hipersexualizada. Mais c'était quand même la faute de ces femmes noires hypersexualisées. E o homem negro como perigo para essa mulher branca casta. Et l'homme noir était vu comme un danger pour cette femme blanche chaste. Para manter ela dentro dessa casa, da casa grande. Et en fait, ça servait à maintenir à double tour cette femme blanche enfermée à la maison. O racismo só pode funcionar com o controle do útero das mulheres. Parce que le racisme, il ne peut fonctionner que en contrôlant l'utérus des femmes. Como é que se mantém um grupo social se você não controla, né, o útero feminino? Comment est-ce qu'on maintient un groupe social si on ne contrôle pas l'utérus féminin? Então, todo o processo de fetichização que a gente enxerga hoje, et donc tout le processus de fétichisation qu'on trouve aujourd'hui, é uma construção colonial. C'est une construction coloniale faite aqui na Europa. Ici en Europe. Então deve funcionar bastante aqui, porque se chegou lá onde nós somos colonizados. Donc en fait, ça doit plutôt bien fonctionner ici, parce que si ça fonctionne là où on a été colonisé, là où ils l'ont inventé, ça doit bien marcher. Bon, peut-être on va quand même laisser la parole aux autres, mais après, Lia, elle pourra éventuellement faire un petit aparté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde notre hôte aussi. Ok. J'aurais pu entendre le micro. Je voulais savoir comment vous êtes arrivé à ces familles, s'il y a eu des critères autres que partie noire ou partie blanche, par exemple. Est-ce que c'est pareil si c'est l'homme qui est noir ou si c'est la femme qui est noire? Comment vous avez sélectionné? Comment vous êtes arrivé à ces 40 familles? Peut-être une autre question? Est-ce que vous pouvez le faire circuler sur le côté? Merci. Ma question est sur le titre, la traduction. Dans la version originale, il est question de famille interraciale. Et dans la version française, il y a un choix de traduction de famille mixte. Et du coup, voilà, j'aimerais bien vous entendre voilà, que le mot racial a disparu du titre. Pourquoi? Quelle réflexion il y a derrière? Très bien, madame. Petite question. Petite bombe. À vous. Bon, une autre pour Lia. Est-ce qu'il y a une autre question pour Lia? Oh, wow. Là, bon. Délie, je te laisse gérer. Brève la question. Du coup, bonjour. Je suis ce qu'on appelle... Levez-vous. Levez-vous. Comme ça, on peut... Oula. Du coup, bonjour. On me définit comme carteronne. Et du coup, moi, j'ai grandi à la campagne. Et dans ma construction par rapport à moi et mon métissage, ça a toujours été ma maman qui est blanche, qui a réussi à accepter mes cheveux. Donc là, je suis tressée aujourd'hui, mais je tiens à préciser que j'ai un afro qui est 10 fois plus gros que ma tête. Et je l'ai toujours porté, je l'ai toujours affirmé. Et du coup, je voudrais savoir, parce que mon papa qui est noir, qui est métisse, mes premières générations du coup des Antilles, et qui a grandi dans un milieu à Paris, dans un milieu qui est un milieu intellectuel français qui est blanc, j'ai toujours considéré que ma maman qui est blanche, mais qui a grandi en Côte d'Ivoire, comme noire, et mon papa qui est métisse, mais qui est métisse, j'ai toujours considéré plutôt comme blanc. Et du coup, je voulais savoir, ma question c'était, qu'est-ce qu'être noir et qu'est-ce qu'être blanc? Entendeu? Então, na verdade, seu pai, que era mestiço, ele só andava com branco, então ele é mais branco, e sua mãe do campo, que aceitou mais seu cabelo, é quase a mais negra. Então, o que é ser negro e o que é ser branco?
Então vamos parar aqui. E depois você quer outra salva de perguntas ou depois a gente fala? Après, tu prends la même question ou pas? On va voir. Bom, vamos ver. Então. Bom, eu queria também, antes, rapidinho, agradecer a todas as pessoas conhecidas que estão aqui, porque está cheio. Donc, avant que ça se termine, je remercie toutes les personnes que je connais et qui sont là. Tem colegas du département. Donc, il y a des collègues de l'université. Família. Des gens de la famille. A pergunta da Mônica, do Fernando, são pessoas que eu conheço. Donc, la question que vous avez posée, ce sont des personnes realmente que je me connais. emociona ver as pessoas verem. Donc, voilà, je suis très contente de vous voir ici. Bom. A primeira pergunta, como que eu cheguei nas famílias? Donc la première question sur comment je suis arrivée jusqu'à ces familles-là. Bom, eu cheguei primeiro por contatos pessoais. Donc d'abord, je suis arrivée vers elles par des contacts personnels. Mas eu tentei equilibrar quem era as mães brancas e com homens negros. Mais c'est vrai que j'ai essayé d'équilibrer les mères blanches avec les pères noirs. Homens brancos com mulheres negras. Et ensuite les hommes blancs avec des femmes noires. E também famílias interraciais que não acontecem assim no Brasil, porque não necessariamente a família interracial no Brasil tem origem diferente, negro e branco. Et aussi d'autres familles interraciales qu'on trouve au Brésil qui sont pas forcément ces familles où il y a noir et blanc. Às vezes, por exemplo, tem o pai e a mãe que se consideram pardos. Parfois, en fait, on peut avoir les deux parents qui se considèrent noir clair ou métis. Mas o filho nasce branco. Mais si leur enfant naît blanc, ce sont des familles interraciales. É fundamental dizer aqui que aquilo que a gente pensa como interracial no Brasil... Parce que c'est vrai que ce qu'on considère comme interracial au Brésil... Só diz mesmo da raça. Ça ne concerne vraiment que la race. Essa construção social. Cette construction sociale. Nós não estamos falando de origens nacionais diversas. On ne parle pas d'origine nationale diverse. Bom, mas há casal que acontece mais e que repete mais, que foi mais do que eu achei. Mais o que? Desculpa. Os casais interraciais hoje no Brasil, eles se repetem mais o par mulher branca com homem negro. Mais aujourd'hui, le couple interracial qu'on retrouve le plus au Brésil, c'est la femme blanche avec l'homme noir. Desde a década de 60. Isso. Depuis à peu près les années 70. E aí tem porquê isso, que está ligado ao sexismo e ao racismo. Donc il y a une raison à ça, et c'est lié en fait au sexisme et au racisme. Então esses são os pares que mais foram apresentados no livro para também mostrar mais as relações como elas acontecem no Brasil. Et donc c'est pour ça aussi que ce sont les couples qu'on retrouve le plus dans le livre pour montrer comment ce sont les relations au Brésil. E Fernando, a questão, por que traduzir famílias interraciais para famílias mistas? Et donc sur la question, pourquoi est-ce que le titre original en portugais qui était famille interraciale, pourquoi est-ce qu'on l'a traduit par famille mixte? Porque aparentemente não tem raça na França. C'est parce que a priori, apparemment, vous n'avez pas de race en France. Mas foi uma escolha, eu acho que estratégica da tradução. A gente conversou sobre isso. Se a Paula quiser, ela pode responder. Ouais. Bon, c'est vrai que c'était une stratégie de traduction qu'on avait choisie. Donc bon, là du coup je parle, ce n'est plus Lia qui parle. C'est vrai que voilà, on en avait discuté. Donc c'est vrai qu'il y a ce que Lia disait, que soi-disant la race n'existe pas en France, même si je pense que on la voit tous les jours. Mais c'est qu'en fait il me semblait que dans le langage courant, là, c'était vraiment une question que les gens disent plus je suis en couple mixte, je viens d'une famille mixte, que famille interraciale. Il me semble que famille interraciale, c'est sûr que c'est plus exact, mais comme c'est un livre que je trouve très écrit dans un langage courant, il me semblait que dans un langage courant, on dit plus couple mixte, famille mixte. Mais si vraiment tout le monde me demande, peut-être que pour une prochaine édition, on mettra famille interraciale, on verra. Voilà. Oui. Et sobre... Como que é tão... Pergunta o nome dela. Et quel est votre nom, vous, ouais? Tondora? Théodora. Théodora, pardon. Boa questão. Donc c'est une bonne question. A última família do meu livro. Et donc la dernière famille qu'on trouve dans le livre. É uma mãe branca. C'est précisément une mère blanche. Que produz uma negritude positivada nas crianças. Qui produit en fait une négritude positivée pour ses enfants. Aliás, eu não falei disso aqui na palestra, mas era também dar uma esperança, né, no final do livro. Et donc, en fait, on l'a mis exprès à la fin du livre pour donner un peu d'espoir à la fin.
Talvez pareça bastante com a tua família, porque é pai que não diz que é negro. Donc peut-être que d'ailleurs cette famille ressemble un petit peu à la tienne, parce que c'est un père qui est noir, mais qui dit qu'il n'est pas noir. Diz que não tem racismo. Et il dit qu'il n'y a absolument pas de racisme au Brésil. Que nunca sofreu racismo. Qui n'a jamais souffert de racisme. A entrevista foi bastante interessante porque eu fiz uma primeira entrevista. Et en fait, cette famille avait été intéressante parce que je les ai interviewés une première fois. E eu perguntava sobre como que a raça acontecia na família, se tinha racismo. Et en fait, je leur demandais comment la race se traduisait dans la famille, est-ce qu'ils avaient connu du racisme. E o pai, que era a pessoa negra. Et donc le père, qui était la personne noire, dizia assim, eu nunca sofri racisme, eu casei com a mãe das crianças. Et donc en fait, lui, il répondait, il disait, mais non, j'ai jamais subi de racisme, je me suis d'ailleurs mariée avec la mère de mes enfants qui est blanche. Eu sempre tive trabalho. J'ai toujours eu du travail. Fui bem recebido. J'ai toujours été bien accueillie. E ele mesmo se autonomeava como moreno. Et lui-même, en fait, il s'auto-classifiait comme mat ou bronzé. E a família ficava quieta. Et je voyais la famille à côté qui restait silencieuse. Bom, eu fui para casa achando aquilo muito estranho, porque a família ficava quieta e fazia assim quando ele ia no banheiro. Et donc, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé ça quand même très étrange parce que notamment à un moment, quand il est allé aux toilettes, je voyais les gens de la famille qui me disaient non, 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 non. Então eu liguei novamente para a mãe. Et donc ensuite, j'ai rappelé la mère. E perguntei se eu podia entrevistar eles sem o pai. Et je leur ai demandé si je pouvais les interroger sans le père. E se o pai autorizava. Et si le père était d'accord, bien sûr. Eu voltei lá, era outra família. Et donc quand je suis revenue, c'était complètement une autre famille. E eles falavam assim, não escuta nada, o pai sofre racismo o tempo todo, ele vai jogar futebol, se ele erra é o negão. Et donc en fait, ils m'ont dit non, mais oubliez tout ce qu'il vous a dit. Notre père, il subit du racisme en permanence. Quand il joue au foot avec ses copains le dimanche, qui marque des buts, là c'est super, c'est le négant super noir. As pessoas aceitam ele até convidar para ir na casa da família comer pizza, essa parte não. Mais bon, mais s'il marque pas, par contre là ça va pas. Mais il l'invite aussi à manger une pizza à la maison. Enfim, aí aquela família foi contando as várias cenas de racismo que a família sofria. Mais en fait, petit à petit, ils ont quand même raconté les scènes de racisme que le père subissait à chaque fois. No caso dessa mãe, et dans le cas de cette mère en particulier, ela entendeu rapidamente. En fait, elle a très vite compris que o racismo, que le racisme e alisar o cabelo e condenar aquilo tudo que é nomeado como negro ou valorização da estética negra. Et en fait, elle a vite compris que tout ce qu'on appelait noir, ou en tout cas tout ce qui pouvait être une valorisation de l'esthétique noire, podia fazer sofrer as crianças. En fait, ça pouvait faire souffrir les enfants si elle ne le mettait pas en place. Então essa mãe, ela vai procurar formas, né, de construir uma negritude positivada nas crianças, né, nos filhos. Et donc cette femme, elle va chercher à construire une négritude positivée pour ses enfants. E é ela que defende a negritude deles. Et c'est elle qui va défendre la négritude de ses enfants. Respondendo para você, o que é ser branco, o que é ser negro? Et donc pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'être blanc, qu'est-ce qu'être noir? Não é uma questão de identificação, as pessoas não podem escolher. Ce n'est pas une question d'identification, très souvent les gens ne peuvent pas choisir. As pessoas negras, elas podem estar identificadas com aquilo que é nomeado como branquitude. En fait, des personnes noires peuvent être identifiées par d'autres personnes comme ce qu'on appelle blanchité, par ce qu'on appelle blanchité. Mas se a polícia parar ela na rua, ela não pode dizer que escuta música clássica e estuda Kant. Mais, não entendi. Mas se a polícia para ela na rua, ela não vai falar que estuda música clássica et estuda Kant. Et sa pessoa negra. É. Mais par contre, cette personne noire qui peut s'identifier avec la culture blanche, si la police l'arrête dans la rue, elle aura beau dire qu'elle aime la musique classique et qu'elle étudie Kant, la police n'en aura rien à faire. Assim como eu também não posso falar, eu não quero nenhum privilégio, por favor, não abre a porta do banco facilmente para mim. Et de la même façon que moi, je ne peux pas dire s'il vous plaît, ne me donnez pas les privilèges, ne m'ouvrez pas la porte de la banque. As identidades raciais em países com dominação racial. Les identités raciales dans des pays avec la domination raciale. Não são escolhas dos sujeitos, infelizmente. Ce sont pas des choix du sujet, malheureusement. Uma pessoa não pode falar para a polícia, eu não tô, a pessoa não pode fugir do racismo se ela não está identificada com a negritude. En fait, la personne, elle ne peut pas fuir du racisme si elle est identifiée avec la négritude. Assim como judeu não podia falar no nazismo, olha, eu não
não sigo a religião. De la même façon qu'un juif, il pouvait pas dire aux nazis, non mais moi je suis pas religieux. As questões de dominações raciais atravessam os sujeitos na hora da identidade. Les questions de domination raciale, elles traversent vraiment le sujet quand on cherche à s'identifier, au moment de l'identité. Agora, isso não quer dizer que uma pessoa branca não possa, desconstruir a branquitude. Mais ça veut pas dire qu'une personne blanche, elle peut pas déconstruire sa blanchité. Com trabalho bastante grande de consciência. Par contre, il va falloir qu'elle ait un travail important de conscientisation. E que negros não estejam identificados com a branquitude. Et que negros não estejam identificados com a branquitude. Et que des noirs ne puissent pas s'identifier avec la blanchité. Identidade e identificação são questões diferentes. Donc en fait, l'identité et l'identification sont différents. Então, acho que eu te respondi nesse processo. Tua mãe pode não estar identificada com a branquitude. Com a negritude. Com a branquitude. A mãe dela pode não estar identificada com a branquitude. Ouais. Donc en fait, pour répondre à ta question, ta mère peut ne pas être identifiée avec la blanchité. Isso não deixa que ela, mas ela tem privilégio branco mesmo assim. Mais malgré tout, elle continue à avoir des privilèges de personnes blanches. Merci. On termine. Merci beaucoup. Je pense qu'on aurait pu continuer de discuter encore pendant des heures sur ces sujets-là et tout. Oui, et des jours et des mois, avec toutes les ouvertures là qu'on peut faire à partir de votre livre. Donc merci beaucoup Lia pour cette passionnante discussion avec vous. C'était vraiment riche. Peut-être que je peux dire un petit mot pour les personnes qui souhaitent un petit peu approfondir la thématique ou passer par d'autres médiums aussi pour voir comment on peut se réconcilier avec son identité ou aborder d'autres thématiques en lien avec votre livre. Il y a dans la salle Bisai Media, enfin une des cofondatrices de Bisai Media qui est ici, que je vous encourage à suivre. Il y a Pop Laura aussi qui fait des vidéos thématiques sur l'antiracisme notamment. Et vous pouvez suivre aussi Jouy Bourguin, dont le livre, je pense, sera à l'entrée aussi pour parler de l'adoption internationale notamment. Oui, et aussi, on a mis un tout petit pot à confiture. Si vous voulez participer avec 2 €, 3 €, ça nous permet de payer un restaurant à l'IA après cette rencontre. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà. Et il y a plein d'autres ressources. Donc je vous invite à continuer ce travail de réflexion sur ces sujets-là. Nous, on va se retrouver le mois prochain pour une autre rencontre dont je dévoilerai le nom très bientôt. Mais ça promet d'être chouette aussi. Et j'ai hâte qu'on fasse d'autres collaborations aussi, Paola. Donc merci beaucoup Lia. Muito obrigada. Toutes les conférences et entretiens de la Fondation Jean Jaurès sont à retrouver en podcast sur notre site jeanjaurès.org et sur notre chaîne YouTube. Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.